Bonjour à toutes et à tous, au micro Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 5 mars 2024. Il est 5h30 temps universel, voici le sommaire. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu le rapport sur le dialogue national qui préconise la tenue de la présidentielle le 2 juin, 2 mois après la fin de son mandat. Le Premier ministre tchadien promet une enquête internationale sur la mort de l'opposant Yaya Dillo, tué mercredi dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti. Les gardes-côtes chinois affirment avoir pris des mesures de contrôle après ce qu'ils présentent comme une intrusion de navires philippins en mer de Chine méridionale. Ici aux États-Unis, les Américains votent ce mardi à travers 15 États et un territoire à l'occasion du Super Tuesday. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Alexandrine Holognon et l'actualité sportive présentée par Yacouba Ouedraogo. Mais pour commencer, le journal. Au Sénégal, le président Macky Sall a reçu hier un rapport préconisant la tenue de l'élection présidentielle le 2 juin prochain, 2 mois après l'expiration de son mandat. Le chef de l'État compte saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la question. Rosine Mounezero. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, a déclaré le président Macky Sall en ouvrant à Diamniadio, près de Dakar, des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale, a-t-il affirmé. Ma volonté et mon vœu le plus cher est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant la saison des pluies et dans la paix, a-t-il ajouté. Il a aussi réaffirmé son engagement à quitter la présidence à la date officielle d'expiration de son mandat, le 2 avril. Le dialogue a donc démarré sans le collectif de 17 sur les 19 candidats retenus. Ces derniers ont préféré adresser individuellement des requêtes aux juges du Conseil constitutionnel, leur demandant de fixer la date de la présidentielle avant le 2 avril. Le Premier ministre tchadien Succès Masra a promis hier dans des médias qu'une enquête de type international serait menée par son gouvernement pour déterminer les responsabilités dans la mort mercredi de l'opposant Yaya Dillo Djerou, tué dans un assaut de l'armée contre le siège de son parti à N'Djamena. Le défunt président du Parti socialiste sans frontières a été tué parce qu'il refusait de se rendre et a lui-même tiré sur les forces de l'ordre, avait affirmé le ministre de la Communication Abderrahmane Koulamala, niant toute exécution. Son parti, le PSF, a accusé l'armée de l'avoir exécuté. Le reste de l'opposition a invoqué un assassinat pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle prévue le 6 mai prochain. En RDC, au moins 15 civils ont été tués lundi dans de violents combats et des milliers de personnes ont fui devant une offensive des rebelles du M23 dans l'Est. Selon de nombreux témoignages d'habitants, des sources médicales et des autorités administratives, le M23 a lancé une offensive lundi sur plusieurs localités sous contrôle de l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru dans le nord Kivu, alors que les affrontements ont diminué d'intensité ces derniers jours autour de Saké à la périphérie ouest de Goma. Des combats ont éclaté dans plusieurs villes et villages situés à environ 70 km plus au nord. La réclusion à perpétuité a été requise lundi en Suisse par la procureure fédérale contre l'ancien ministre gambien de l'Intérieur, Ousmane Sonko. Il est poursuivi pour crime contre l'humanité. Yacouba Ouedraogo. Dans son réquisitoire, la procureure a souligné que l'ancien ministre de l'Intérieur gambien, Ousmane Sonko, est co-responsable des actes commis par un groupe d'auteurs gravitant autour de Yaya Jammeh qui dirigeait alors la Gambie. Ces infractions se seraient inscrites dans le cadre d'une attaque systématique contre la population civile du pays. Depuis le début des audiences en janvier, le Gambien Ousmane Sonko rejette toute responsabilité. Il clame son innocence, affirmant tout ignorer des actions qui lui sont reprochées. Il est accusé de crimes contre l'humanité, dont la torture et le viol répétés, qui seraient perpétrés de 2000 à 2016 sous l'ère de l'ancien président Yaya Jammeh. D'abord en tant que membre de l'armée, puis comme inspecteur général de la police et enfin comme ministre de l'Intérieur. Il a été arrêté le 26 janvier 2017 en Suisse, où il avait demandé l'asile après avoir été démis de ses fonctions ministérielles qu'il a occupées pendant 10 ans jusqu'en septembre 2016. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Cour suprême a suspendu hier l'entrée en vigueur d'une loi controversée promulguée par le Texas. Cette loi criminalise l'entrée illégale dans le Texas, État frontalier du Mexique. Les précisions avec Nani Talani. La loi dite SB 4, qui devait initialement entrer en vigueur ce mardi, crée une infraction pénale d'entrée illégale au Texas à partir d'un pays étranger passible de 6 mois de prison, voire jusqu'à 20 ans en cas de récidive. Elle donne également aux autorités de l'État le pouvoir d'arrêter les migrants et de les expulser vers le Mexique, des prérogatives relevant en principe des autorités fédérales. Cette loi, qui suscite l'opposition de l'administration de Joe Biden, est désormais entre les mains de la plus haute juridiction américaine qui a bloqué lundi son entrée en vigueur jusqu'au 13 mars, le temps d'examiner le dossier. Les autorités du Texas et le gouvernement fédéral s'opposent depuis des mois au sujet de l'immigration. Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, partisan déclaré de Donald Trump, défie depuis des mois l'autorité du gouvernement du président démocrate Joe Biden, la taxant d'inaction délibérée face à l'afflux de migrants qu'il qualifie d'invasion. Toujours aux États-Unis, les Américains votent ce mardi à travers 15 États et un territoire à l'occasion du Super Tuesday, date cruciale des primaires pour la présidentielle, qui devrait confirmer un nouveau duel Joe Biden et Donald Trump en novembre prochain, dit Lidiko. Côté démocrate, il n'y a pas de suspense. Joe Biden sera sans doute le candidat de son parti, car en face de lui, il ne compte pas de sérieux rival. Des dizaines de millions d'Américains sont appelés aux urnes dans 15 États et jusque dans les Samoa américains, petits territoires du Pacifique. 874 délégués sont en jeu sur les 2429 qui vont désigner le candidat du Parti républicain lors de la convention en juillet. L'équipe de campagne de Donald Trump prédit qu'il va remporter 773 délégués lors du Super Tuesday. À l'exception de la primaire dimanche à Washington, gagnée par Nikki Haley, l'ancien président Donald Trump a remporté tous les États qui ont voté en amont. Ce mardi s'annonce comme la journée de la dernière chance pour sa seule rivale, Nikki Haley, qui s'est engagée par le passé à rester dans la course jusqu'au Super Tuesday. Pour des experts, si elle s'est accrochée jusqu'à là, c'est dans l'espoir que Donald Trump soit empêché de concourir en novembre en raison de ses déboires judiciaires. Hier, la Cour suprême des États-Unis a rejeté à l'unanimité une décision d'un tribunal de l'État du Colorado qui a exclu Donald Trump de la présidentielle de novembre. Les négociations entre le Hamas et les médiateurs internationaux continuent ce mardi en Égypte dans l'espoir de parvenir avant le Ramadan à un accord de trêve à Gaza après presque 5 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Un tel accord permettrait une libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Il y a eu un progrès significatif dans les négociations qui ont repris dimanche, sans représentant israélien, a annoncé lundi soir sur la chaîne égyptienne Al-Kahira News, un haut responsable égyptien. Les gardes-côtes chinois ont affirmé ce mardi avoir pris des mesures de contrôle après ce qu'ils présentent comme une intrusion de navires philippins près d'un récif disputé en mer de Chine méridionale. Auparavant, les gardes-côtes philippins ont déclaré qu'un de leurs navires a été endommagé lors d'une collision avec un bateau des gardes-côtes chinois lors d'une mission de ravitaillement en mer de Chine méridionale, où Pékin et Manille entretiennent une longue histoire de différends maritimes. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs pays voisins. La Chine a annoncé ce mardi viser une croissance d'environ 5% en 2024, l'un de ses objectifs les plus modestes depuis des décennies, alors que la deuxième économie mondiale peine à se relancer depuis les années Covid. Le chiffre a été officialisé par le Premier ministre Li Qiang lors d'un discours prononcé à l'occasion de la session annuelle du Parlement chinois à Pékin. Dans son rapport d'activité, le gouvernement a promis de poursuivre le progrès et garantir la stabilité de l'économie en 2024, annonçant aussi la
réduction de taxes douanières sur les importations de certains produits technologiques. Et puis l'Iran a exécuté au moins 834 personnes en 2023, soit une augmentation alarmante de 43% par rapport à 2022 selon le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. Selon le rapport, au moins 471 personnes ont été exécutées pour des affaires liées à la drogue et au moins 282 pour des affaires liées au meurtre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un condensé des nouvelles économiques. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Holognon. L'Égypte étudie de nouvelles expansions du canal de Suez afin d'étendre et d'achever un deuxième canal de la voie navigable, une mesure qui pourrait permettre d'augmenter les volumes de transport maritime et d'empêcher les blocages d'interrompre le trafic. Ces commentaires interviennent alors que le canal connaît une forte baisse de ses revenus. Les compagnies maritimes se détournent de la voie d'eau, le chemin le plus court entre l'Europe et l'Asie, en raison des attaques des militants houthis du Yémen contre les navires en mer Rouge. Les États de l'Union européenne ont accepté lundi de renouveler pour l'hiver 2024-2025 l'objectif de réduction volontaire de leur consommation de gaz, initialement adopté en 2022 face au choc de la guerre en Ukraine. Soucieux d'amortir la chute des livraisons russes et de réduire leur dépendance aux hydrocarbures importés, les 27 s'étaient entendus à l'été 2022 pour réduire leur demande de gaz sur l'hiver suivant de 15% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes. Le Bitcoin a atteint son plus haut niveau depuis 2 ans lundi, dépassant les $65 000. Le prix a atteint un sommet de $65 537 au début de la séance en Europe, après avoir déjà atteint son plus haut niveau en 2 ans dans les échanges asiatiques. Et maintenant, la page sportive, c'est avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba. Bonjour Mohamedou, bonjour à tous. Un seul sujet dans cette édition, le Maroc veut absolument Brahim Diaz dans son effectif et pose les actes pour. Oui, d'après le média espagnol, la Cadena SER, le milieu offensif du Real Madrid a été convoqué pour les matchs amicaux des Lions de l'Atlas contre l'Angola et la Mauritanie, prévus les 23 et 26 mars prochains. Depuis Casablanca, Amin Birouk nous en dit plus. C'est déjà une pré-convocation. La convocation officielle aura lieu dans quelques jours. Il fallait respecter un délai de 15 jours entre la pré-convocation et le début du stage pour ces 2 rencontres éliminatoires. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que c'est une histoire, c'est des appels du pied qui durent depuis 2 années. Il fallait régler quelques formalités administratives et notamment le fait que le joueur obtienne son passeport marocain, c'est chose faite. Et on se dit du côté même espagnol que si le joueur a changé de nationalité sportive ou est en passe de changer de nationalité sportive, il n'y a pas de fumée sans feu. Et visiblement, les efforts marocains, ce travail de sape qui a duré de très nombreuses années va porter ses fruits. Ce sera un joueur différent, un joueur brillant. Et preuve en est sa saison avec le Real Madrid qui va venir sous peu, ou qui devrait sous peu, laissons cela au conditionnel, renforcer les Lions de l'Atlas. Ce sera une belle tête d'affiche et en tout cas ce que le joueur souhaitait, être le leader d'un projet ou un des leaders ou une des locomotives d'un projet qui devrait mener le Maroc vers la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026 et surtout la Coupe du Monde 2030 qui aura lieu en Espagne, au Portugal et au Maroc. Amin Birouk, consultant sportif des équipes comme celle du Sénégal, ont réussi l'intégration des binationaux dans leur effectif, selon Amdine Sy. Le Sénégal, dès les années 2000-2002, a pu récupérer les Khalidou Fadiga, les ABPB, les Ferdinand Coly, les Sylvain Ndiaye, etc. Ensuite, il y a eu les Khalidou Koulibaly, les Mendy, le gardien de but. Mais au début, il y avait un problème d'intégration, comme vous l'avez dit, puisque leur éducation n'est pas pareille avec les joueurs qui ont né et grandi au Sénégal. Mais avec Aliou Cissé, on a réussi ça, puisque Aliou Cissé, c'est un binational. Aliou Cissé, il a quitté le Sénégal très tôt. Donc, il connaît les 2 cultures. Donc, lorsqu'il a commencé à coacher l'équipe nationale du Sénégal et lorsqu'il a commencé à démarcher les binationaux, Aliou Cissé faisait tout pour que les binationaux puissent savoir les réalités sénégalaises et lui, connaissant les réalités françaises, donc il a su trouver le juste milieu pour pouvoir intégrer ces binations et cela se passe
très bien au niveau du Sénégal et je pense que le Maroc, la Tunisie et les autres pays, le Mali, vont essayer de faire la même chose puisque c'est l'Afrique qui va gagner avec l'arrivée de ces binationaux au niveau des sélections africaines. Amdine Si, consultant sportif. Merci Yacouba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. 6h, 9h. Sacré matin. Le soleil se lève dans le transistor.